Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir en images sur le match nul du Barça contre le Rayo Vallecano. Donc analyse, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que ça se passe bien pour vous par chez vous. J'ai vu dans les commentaires, j'ai vu certaines choses sur les réseaux. Je sens qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont en dépression en ce moment avec le Barça. Bon, c'est compréhensible voilà, quand on regarde un peu le Barça, quand on suit le Barça régulièrement, on attend plus, on est régulièrement assez déçus, on va dire. Et j'ai l'impression que certains sont plus atteints que d'autres psychologiquement, donc j'ai envie de donner petit conseil de la journée. Arrêtez de regarder le Barça, écartez-vous un petit peu du football, sortez de chez vous, voyez vos amis, je sais pas, essayez de penser à autre chose, parce que si vraiment le Barça vous met dans des états on va dire pareil, eh bien ça ne sert à rien de s'accrocher. Moi par exemple j'ai fait une petite pause, alors c'était la trêve, donc d'un côté j'ai fait une pause Barça, mais d'un côté j'avais pas le choix, mais même j'ai fait une pause un peu réseaux sociaux, tout ça qui est très toxique. Tu vois beaucoup de conneries sur les réseaux, tu vas dire un truc sur les réseaux, les gens vont venir t'agresser limite parce que comme si t'avais insulté toute leur famille alors que tu parlais juste de football. Donc voilà, des abrutis il y en a partout, il y en a quand même énormément. Vraiment énorme, donc écartez-vous un peu de tout ça et vous vous en porterez beaucoup mieux. Donc sans plus tarder, on va démarrer cette petite vidéo. Donc il y a, dans un premier temps, c'est en deux parties, hein. J'aurai pas le temps de faire deux vidéos, je pense que ça ne sert à rien. On va faire une grosse vidéo pour ceux qui n'aiment pas les grosses vidéos. Au revoir, merci, bonne journée. Donc là on va partir dans un premier temps sur l'analyse vidéo, et dans une deuxième partie je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram hier soir. Donc dans un premier temps, première séquence, on va regarder un peu la structure du Barça hier. Il y en a certains, je vois, qui ne comprennent pas trop à chaque fois, qui se posent des questions, mais comment le Barça joue, on n'a pas de structure, on n'a pas de truc. Bon, toute équipe a une structure évidemment, mais il y en a qui comprennent pas trop comment on joue. Ah, il y a Frenkie, mais pourquoi il était en défense, pourquoi il est pas milieu, pourquoi machin, de la machine et tout ça. On va appuyer sur pause à ce moment-là, c'est quand le Barça avait le ballon en fait. Frenkie, en début de match, on l'a vu, et quasiment pendant tout le match, même si en deuxième mi-temps c'était un peu moins le cas avec l'entrée de Gundogan, mais même avant l'entrée de Gundogan, Frenkie en deuxième mi-temps, il restait plus aussi bas que ça. Il jouait un peu plus haut et ça a changé quand même certaines choses. Bref, donc en début de match, on avait un Frenkie qui redescendait entre les deux centraux, Christensen et Inigo Martinez, pour faciliter un peu les sorties de balles. Quand on regarde les sorties de balles, soit on joue avec Cancelo à droite et Baldé à gauche, une défense à 4 pour sortir les ballons, quand tu es pressé avec 3 attaquants. Mais généralement, quand 2 attaquants te pressent, c'est-à-dire en 4-4-2, ce qui est intéressant, c'est de sortir avec 3 joueurs. C'est sortir les ballons, évidemment. Donc on a un central, un autre central qui est un milieu. Frenkie, c'est pas la première fois qu'il descend entre les deux centraux pour sortir les ballons. Il jouait comme ça très souvent avec l'Ajax aussi à l'époque. Frenkie, c'est un joueur aussi qui joue très bas, qui adore partir depuis la défense pour venir au milieu. Il l'a dit déjà assez de fois. Il y en a qui veulent voir Frenkie, je sais pas, jouer beaucoup plus haut, tout ça. Mais Frenkie, avant tout, il adore jouer plus bas. Donc, tu vois, d'un côté, pourquoi pas lui donner ce plaisir. Le problème dans cette histoire, c'est que Romeu, là, qui est au milieu, qui est entre la défense et le milieu de terrain, qui doit faire le lien, on va dire, entre la défense, entre Frenkie, tout ça, et l'attaque, c'est que Romeu, dos au jeu, tout ça, il est inintéressant, on va dire. C'est pas sa qualité, quoi. Enfin, quelle est sa qualité, vous allez me demander, je ne sais pas. Mais en tout cas, Romeu, c'était compliqué hier, donc le truc n'était pas forcément très logique. Mais bref, donc on a une défense à 3, on a Baldé sur l'aile gauche, qui est quand même assez bas, mais qui montait une fois que tout le bloc montait, et Baldé il prenait quand même un peu plus la profondeur. Un Ferran Torres qui est rentré dans l'axe, on le voit là, qui fait son appel vers l'intérieur de la surface, enfin vers l'intérieur du jeu plutôt, parce que la surface est un peu plus loin, mais bon bref, on a Lewandowski, on avait Ferran, donc on avait 2 attaquants, on va dire, Pedri au milieu plus milieu offensif, Romeu en 6 on va dire, et même s'il n'était pas vraiment très central Romeu, mais parce que d'un côté des fois Frenkie montait au milieu pour former un double pivot avec Romeu, bref, et Cancelo qui venait au lieu de rester latéral droit, il venait à l'intérieur du jeu et il jouait comme milieu intérieur droit, on va dire. Il jouait dans cette zone-là. Donc c'est un rôle assez intéressant pour Cancelo, qui adore se projeter dans cette zone-là. Donc je trouve que déjà ça c'est une bonne solution concernant Cancelo, concernant son jeu, concernant son placement, tout ça. On se demande qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit déborder, tout ça. Cancelo c'est pas forcément un joueur de débordement, même s'il sait le faire, même s'il peut le faire. C'est pas un joueur qui aime bien déborder tout le temps. C'est comme Rafinha, c'est pas un joueur qui va coller la ligne, c'est un joueur qui aime bien entrer dans l'axe.
C'est pareil avec Cancelo. C'est un joueur qui aime bien aller dans ce demi-espace là, droit ou alors à gauche quand il joue à gauche. C'est un joueur d'intérieur, tu vois. Un latéral inversé, ça s'appelle. Donc là, le problème qu'on a eu hier, c'est que Romeu était titulaire. Il y en a plein qui disent ouais, mais pourquoi Xavi s'entête avec Romeu? Xavi s'entête pas avec Romeu, les amis. C'est juste il a fait une rotation, en fait, ça s'appelle comme ça. Quand Gundogan enchaîne tous les matchs depuis le début de la saison et qu'on a un match important en Ligue des Champions, Romeu est choisi à la place de Gundogan pour faire souffler Gundogan. C'est ça le but. Le truc, c'est pas de dire que Romeu est titulaire indiscutable devant Gundogan. Ça serait assez faux. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc première occasion du Barça, on voit une relance depuis la défense, donc Frenkie qui est encore une fois placé entre les centraux et qui va trouver Romeu dans l'entrejeu. Dès que Romeu a la balle, il y a un gros pressing sur lui quand même, très gros pressing parce qu'ils savent très bien les joueurs du Rayo que Romeu sa faiblesse c'est de se prendre un gros pressing, de jouer dos au but comme ça, on sait qu'il a du mal. Bon là je crois qu'il s'en sort pas mal, non pas du tout, pardon, autant pour moi c'est pas là. Là effectivement c'est réussi. Romeu qui sous pression n'est pas très bon parce qu'il n'est pas très vif, parce qu'il lui faut du temps, il lui faut à peu près une demi-heure pour faire une passe, tout ça, il lui faut un peu plus de place. Donc là il est pressé et il va louper sa passe pour Pedri qui était un peu plus haut, qui n'était pas à côté de lui. Donc Izzy Palazón qui avait pour mission on va dire de marquer Pedri et qui laissait Baldé souvent seul. On va voir d'ailleurs après que il y a des choses intéressantes avec le fait que Izzy soit sur Pedri parce qu'il laissait vraiment tout le couloir à Baldé tranquillement. Mais on a quand même réussi souvent à trouver Baldé et ça c'était intéressant. Donc ici tu récupères la balle et après on a quand même Frenkie qui sort de sa défense, il part de la défense pour aller sur le pressing, enfin sur le porteur pour faire un pressing et il tacle, mais l'engagement, l'agressivité qu'il faut c'est plutôt bien. Et là on a Baldé qui récupère la balle et le Rayo qui est un peu à la rue quoi. Ils sont là, venez tu vois défendre, c'est compliqué. Baldé part, il court très vite, donc on a Baldé qui va trouver Ferran. Baldé qui va dédoubler, qui va laisser Ferran rentrer dans l'entrejeu. Au départ, Baldé est à l'intérieur, il laisse Ferran accélérer et rentrer, on va dire, dans l'axe et il reste derrière pour occuper le couloir. Ferran essaie de combiner avec Lewandowski, ça se passe pas très bien, ça perd la balle. Bref, on perd le ballon, contre-pressing assez intéressant pour le coup de Pedri et Romeu. Romeu qui il marquait à peu près ce gars-là au cas où il reçoit la passe, tu vois. Et là, il sort sur le joueur, il le bloque pour empêcher sa course dans cette direction, côté gauche, pour qu'il parte et qu'il essaie de sortir le ballon de ce côté. Le joueur pressé perd la balle, il se loupe, le physique de Romeu fait la différence, j'ai envie de dire, pour une fois. Et donc Pedri peut se permettre de gratter la balle assez rapidement. Pedri va servir rapidement Lewandowski. Là, le problème qu'on a, c'est que Ferran et Lewandowski sont trop collés. Ferran doit être ici, et pas ici, pas la sonne, mais il doit être ici. Parce que logiquement, si là tu as la solution Lewandowski, mais là on a 3 centraux. Je sais pas si c'est un central ou si c'est un latéral, mais en tout cas on a 3 défenseurs. Il y a Lamine qui est seul aussi et qui fait sa course, qui se propose. On a Lewandowski dans l'axe et pour une fois Lewandowski qui fait un appel dans la profondeur, c'est quand même pas souvent non plus, même si quand même il le fait de temps en temps et il est quand même rarement servi. Mais là, Ferran, le problème, c'est que vu qu'il a fait sa course dans l'axe et après il s'est pas replacé. Mais là, je trouve que c'est assez mal joué de la part de Ferran parce que s'il écarte, ça t'apporte beaucoup plus de danger parce qu'on a Pedri face au défenseur central. On a Lewandowski qui fait son appel dans le dos. Le défenseur central, soit il sort sur Pedri, soit il reste sur Lewandowski. Et on a le latéral qui est sur Ferran. Si Ferran écarte, lui, le latéral, soit il resserre dans l'axe sur Pedri et pour bloquer la passe sur Lewandowski, soit il bloque la passe sur Ferran. Mais du coup, ça te laisse plus d'espace. Et vu que Ferran a ramené son latéral qui le marquait dans l'axe, ça fait moins de place pour Lewandowski, tout ça. Donc là, la passe, elle est plutôt bonne de la part de Pedri. Petite passe dans la profondeur et le défenseur qui est collé à Lewandowski arrive à bien... Peut-être que Pedri aurait dû un peu avancer, mais bon, s'il attend trop, les joueurs sont peut-être hors jeu aussi, donc c'est compliqué. Mais voilà, Lewandowski, son contrôle est pas fou, il y a la bagarre avec le défenseur, après il pousse trop son ballon et l'action s'arrête, c'est dommage. On va voir ensemble les sorties de balles. Hier, c'était assez intéressant. Le fait qu'il y ait Frenkie aussi en défense centrale te permet de sortir plus facilement les ballons. On avait les 2 centraux qui écartent vachement et donc un Frenkie qui va chercher Pedri qui redescend quand même souvent pour apporter un peu son soutien et sa qualité technique. Pedrito en une touche, il a déjà vu ce qui allait se passer. Hop, du gauche, il va chercher Baldé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ici qui vient fermer potentiellement en tout cas presser Pedri pour éviter qu'il se retourne, on va dire. Sauf que Pedrito, c'est la technique incarnée et que Baldé, du coup, il est seul dans son couloir parce que ici
eh ben, il est ici. Donc la relance de Pedri, petite balle pour Baldé. Baldé, regardez la place qu'il y a dans ce couloir gauche. C'était la tactique défensive du Rayo. Ils ont mis ici plutôt au milieu pour essayer de bloquer un maximum les transmissions avec Pedri, tout ça. Sauf qu'à partir du moment où on arrivait à sortir du pressing, Baldé et Ferran, sur ce côté-là, ils étaient en supériorité et on avait quand même énormément de place. Après, lui, le milieu, il est obligé de cavaler pour essayer d'aller défendre sur Baldé, mais du coup, il laisse l'axe un peu seul. Et là, Pedri, il va pouvoir aller dans le dos. On a Ferran qui colle la ligne pour attirer le latéral et pour laisser une grosse ouverture entre le latéral et entre le central. Donc on accélère un petit peu. Baldé, il va faire sa petite passe à Ferran. Et là, Ferran et Baldé, donc, on a ici qui s'est fait attirer par le ballon, par l'appel de Baldé. Vu que ici, il a pour mission de marquer Pedri, mais quand Baldé a la balle, il doit forcément aller sur Baldé et essayer de l'empêcher d'accélérer, de prendre la profondeur. Donc on a une supériorité de la part du Rayo, sauf que derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pedri a pu aller dans la profondeur et on a beaucoup d'espace laissé parce que les deux milieux, enfin le milieu central et ici, ils sont venus presser le côté et donc Ferran va en profiter pour servir Pedri qui est complètement seul. Et là le Rayo, ils sont à la rue, tu vois. Ça laisse le Barça en 1 contre 1. On va dire Pedri face au défenseur et Lewandowski face à son défenseur aussi, 2 contre 2 donc c'est plutôt bien joué de la part du Barça, mais après c'est la frappe de Pedri qui est un peu mollassonne. Ça c'est nos problèmes, qu'on a. Hier on a vu un match, là en soi si Pedri il donne un petit ballon, on n'a peut-être pas cette petite lucidité là, mais Ferran il fait le bon appel aussi. Ferran il fait sa passe et après il fait souvent cet appel-là vers l'intérieur. Le jeu sans ballon de Ferran, on va pas en parler, on le sait déjà, c'est sa principale qualité. Et certains vont te dire même que, et peut-être qu'ils auront raison, que c'est une de ses seules qualités, le jeu sans ballon. Sauf que là, il n'est pas servi. Si tu sers dans la profondeur Ferran au point de pénalty, il est seul face au goal. Pas sûr qu'il marque, parce qu'on sait jamais avec Ferran. Mais en attendant, c'est une grosse occasion. Là, la frappe est un peu plus compliquée. Il y a le pressing, il y a ici qui arrive pour tamponner un peu Pedri. Mais c'est assez à l'image du Barça qui arrive à bien construire. Hier, le match, il y en a plein qui ont été dégoûtés de ce match et j'arrive pas vraiment à saisir parce que le Barça a plutôt bien joué, c'est ça qui est étonnant. J'ai trouvé ça assez étonnant. Le Barça a plutôt bien joué pour moi, sauf que le problème, le Barça est totalement inoffensif en attaque. C'est ça notre principal problème, c'est vraiment l'attaque. C'est d'être dangereux en attaque, d'être tranchant devant. Il y a rien quand on arrive vers la surface, c'est assez triste quoi. Autre sortie de balle, cette fois-ci donc Frenkie qui va servir Roméo qui va revenir en arrière et au lieu de passer par Baldé où c'était on va dire fermé, on avait la solution Cancelo hier qui avec Christensen qui écartait, il a tiré un peu l'ailier qui resserrait quand même axe, mais il attire ce joueur-là pour si jamais Frenkie sert Christensen, lui il monte au pressing sur Christensen et ce qui laisse totalement seul dans son dos Cancelo qui arrive à bien se placer entre les lignes, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, le demi-espace c'est sa zone préférentielle. Donc après on a la qualité de passe de Frenkie qui accélère aussi le jeu, qui casse la ligne, et une fois qu'on a cassé cette ligne de pressing, ce premier pressing là, on a vu souvent qu'on avait quand même des solutions. On voit Frenkie qui fait sa petite passe et là c'est fini. On a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs du Rayo, donc la moitié de l'équipe en une passe est éliminée. Il reste la défense derrière. C'est tout ce qui reste. Donc c'est plutôt une bonne chose, sauf qu'après on n'arrive pas vraiment à être dangereux. Mais il reste 4 défenseurs, peut-être lui qui peut atteindre Cancelo évidemment, qui peut revenir un peu sur lui. Mais voilà, Cancelo qui accélère, qui va servir Lamine. Et après on a pris trop de temps. Lamine qui aurait pu servir, qui aurait pu essayer de centrer, je pense. Si à un moment où il a le ballon en fait, il peut faire son contrôle pour se mettre sur son pied gauche et potentiellement essayer de centrer pour Lewandowski qui fait son appel devant les cages. On a vu Lewandowski contre Alaves qui a mis une tête monumentale avant la trêve. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez non plus. Si on n'a pas de solution, ça serait bien aussi de faire des centres des fois intéressants, j'ai envie de dire. Là on a Ferran aussi qui est libéré aussi par l'appel de Lewandowski, qui est seul à l'entrée de la surface. Et pareil, on va pas le chercher. Ça c'est des choses qu'on faisait la saison dernière avec Dembélé, avec Rafinha, avec qui tu veux. On avait souvent Lewandowski qui faisait l'appel devant au premier poteau, enfin devant les cages, tu vois, qui libérait l'espace à l'entrée de la surface. Et souvent entre Dembélé et Rafinha, ça se trouvait à l'entrée de la surface et il y avait des actions dangereuses, on va dire.
pas forcément but tout le temps, mais en tout cas il y avait des actions dangereuses. Donc là Lamine, il patiente trop, il sait pas quoi faire. Est-ce que je passe la balle à Cancelo qui fait l'appel dans la profondeur? Est-ce que je centre? Est-ce que je dribble? Je ne sais pas. Donc du coup il va pas faire grand chose finalement. Pour moi la solution peut-être la mieux, c'est forcément c'est le centre devant les cages pour Lewandowski au deuxième poteau, tu vois, dans cette zone là. Lewandowski qui part lancer, mais il n'en est rien. Donc Lamine qui essaie un peu de dribbler, d'y aller un peu seul et qui va forcer un peu le passage. Et bon, on va obtenir un corner quand même, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme je le dis, on arrive à bien sortir, à casser le pressing du Rayo, qui est quand même un pressing intéressant. Hier, on m'a dit dans les commentaires, non, on a souffert dans le pressing, on dégageait des ballons. Pas forcément, non, c'est arrivé qu'on perde des balles, c'est arrivé qu'on dégage le ballon. Effectivement, le Rayo est une équipe qui presse très bien, mais la plupart du temps, on arrivait à sortir des ballons assez proprement. Le problème, c'est qu'on savait pas quoi en faire une fois qu'on arrivait vers la surface. Ça, c'est le côté négatif. On va accélérer un petit peu. Tac, là, on voit l'ailier, l'attaquant qui fait l'appel dans les pieds pour son milieu, et on voit le latéral qui fait son appel dans le dos. Et là, c'est totalement mal joué de la part du Barça parce que on a un mauvais pressing. On a Lamine qui vient sur lui et Cancelo qui vient sur lui. Il faut se décider. Soit Cancelo reste derrière, ce qui pour moi, et c'est à Cancelo de rester derrière, de couvrir la potentielle passe pour le latéral. Certes, Lamine doit marquer le latéral et Cancelo l'attaquant. Logiquement, c'est le défenseur qui marque l'attaquant qui marque le défenseur. Mais dans ce cas-là, tu laisses Lamine, il a peut-être pas la bonne vue pour voir que le latéral il part. Cancelo il a une vue plus globale que ça et il doit voir que le latéral part. Surtout que c'est quand même très cramé. Et là le Rayo a su faire sa petite passe. Là les deux sont battus. Lamine il se rend compte du truc un peu trop tard. L'autre est déjà parti, c'est compliqué. Heureusement l'action il y aura rien. Il va faire un centre dégueulasse. Mais c'est des choses il va falloir faire attention à ça parce que dans le dos de Cancelo, quand Cancelo joue milieu, tout ça, quand Lamine est sur le côté, Lamine c'est pas un mec qui met beaucoup de pression, qui fait un pressing vraiment très intense, tout ça, il est physiquement c'est pas Rafinha, donc il faut faire attention à ce genre de situation parce que contre certaines équipes ça peut être beaucoup plus fatal. Deuxième action, là, exactement la même chose quasiment, même côté, là c'est une dinguerie ça c'est une dinguerie parce que il y a la passe pour le joueur là qui est pressé vite fait et là on a un alignement de la défense, c'est un alignement, enfin j'ai jamais vu ça, c'est catastrophique quoi. Donc lui il est totalement marqué par tout le monde. Il est marqué par Inigo, par Ferran, par Frenkie, voire peut-être même par Romeu, à voir. Mais là Romeu, pour moi c'est à lui de sortir sur le joueur. Il reste trop derrière en fait, il couvre, on dirait qu'il veut couvrir la potentielle passe, mais soit tu couvres vraiment, soit tu sors sur le joueur, mais tu fais pas entre les deux, parce que là il est à 2-3 mètres du joueur, et ça n'apporte rien. Il reste juste à bloquer la passe, là il fait un pas pour essayer de bloquer la passe. Si le joueur arrive à faire une balle piquée là, et tu fais pas n'importe quoi en profondeur, regardez-moi l'espace qu'il y a, le mec part complètement seul. Frenkie, Inigo, tout ça, ils vont tous aller au premier poteau sur le 34, et ici il sera seul au deuxième poteau par exemple. Donc ça peut être très dangereux, c'est très mal défendu encore une fois, très mal organisé en termes de pressing. Là Pedri aussi doit y aller un peu plus dessus, il court à côté, il faut qu'il y aille, il faut qu'il agresse direct le porteur, qu'il lui laisse pas le temps en fait de se décider. Autre séquence, nouvelle séquence, on voit au début de la séquence là Christensen qui a la balle, qui regarde pas vraiment devant, mais enfin au début il regarde devant, du coup Pedri fait l'appel en fait dans la profondeur, mais on voit souvent des joueurs qui font les appels vite fait dans la profondeur, mais ils sont pas servis. En fait c'est soit il y a des joueurs qui font des appels dans la profondeur et ils sont pas servis, et du coup après on a l'impression d'avoir une équipe assez statique qui ne fait jamais un appel dans la profondeur parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas être servis, tu vois, c'est assez bizarre comme situation. Donc Pedri qui fait son appel, il est pas servi, donc il revient en arrière. Christensen fait la passe à Romeu, voilà, on se fait des petites passes qui, comme d'habitude, ne servent pas à grand chose on va dire. Là Pedri vient faire son appel, on a quand même une belle situation. Si Christensen arrive à trouver cet angle de passe là, bon il y a l'arbitre qui essaie de couvrir un peu la passe pour Pedri, il voulait pas la passe, il est un peu en plein milieu, souvent ça il y a des arbitres en plein milieu, c'est un peu chiant, mais Christensen s'il fait la passe à Pedri, Pedri se retrouve assez seul, ça peut être une bonne situation si Ferran après part dans la profondeur, si Lewandowski aussi, une fois qu'il serre Pedri, parce que Lewandowski il fait souvent des signes du bras, genre je fais un appel mais serre l'autre qui est derrière moi, tu vois. Donc Christensen s'il serre Pedri il a la solution, soit il serre Ferran dans la profondeur, soit Lewandowski à mon avis il se retourne, il fait l'appel dans la profondeur aussi, et il y a ces solutions là, tu vois. Pedri il a la qualité technique pour patienter, pour aller provoquer aussi, dribbler, mais non. Donc déjà aussi Ferran il fait son appel en profondeur pour Christensen, il n'est pas servi non plus, donc on se dirige sur le côté. Lamine qui sert après Cancelo, et une fois qu'on a la balle avec Cancelo, on regarde l'équipe et on voit qu'il n'y a aucun appel.
dans la profondeur, il n'y a rien. On sait que Cancelo il a une qualité de passe, tout ça. Baldé, je sais pas trop où il est, on le voit pas sur la caméra, mais il doit pas être très très haut, je pense, ou alors il doit être très écarté, mais on a du mal à essayer de chercher Baldé à chaque fois. J'ai l'impression que les joueurs ne veulent pas vraiment le trouver d'un côté. Baldé cette saison, il n'est pas exceptionnel certes, mais je trouve qu'il n'est pas assez recherché. C'est un peu triste. Donc on a Cancelo et Lamine, ce sont des passes sur le côté. Alors avec une attaque complètement statique, un Roméo qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, qui est monté, bon à la place de Cancelo. C'est pas à lui de faire ça, le problème c'est que Roméo il est inutile dans ce genre de situation aussi quoi. On passe en deuxième mi-temps, donc le Barça perd 1-0 évidemment, hein. J'ai pas analysé le but, il n'y a pas besoin d'analyser le but du Rayo, hein. Une frappe de je sais pas combien de mètres, rendre poteau rentrant, ça n'arrive qu'à nous, hein. De toute façon, ce genre de but, on le sait déjà. Mais voilà, là, j'ai commencé à analyser à partir la deuxième mi-temps de l'entrée de Gundogan et de Félix. Ça, c'est un des premiers ballons que Félix va toucher, mais on voit direct la différence entre Félix et Ferran Torres, tout simplement. On a Lewandowski qui se trouve au poste d'ailier, on ne sait pas pourquoi, mais il est là. Et on a Félix qui se trouve dans l'entrejeu avec Inigo Martinez qui a le ballon. Directement Félix il va se placer, il scanne autour de lui, on voit qu'il regarde où est Lewandowski, il va regarder sûrement derrière lui où est le défenseur aussi, voilà là, tac, il regarde où sont les défenseurs, où sont les attaquants, il scanne hein, tout simplement. Félix souvent qui vient se placer ici et demande la balle, on a la qualité de passe d'Inigo Martinez qui va trouver Joao Félix et on retrouve Joao Félix face au jeu. Ici Palason qui avait un peu plus de mal à marquer, il savait pas vraiment qui marquer parce que en première mi-temps il marquait Pedri est passé de l'autre côté, mais de l'autre côté, donc on a Pedri, on a Cancelo, on a Lamine, et là on a Félix qui ne colle plus vraiment la ligne, mais qui est plutôt à l'intérieur du jeu. Donc le ici, il sait plus trop où il est. Voilà. Donc Félix il se retrouve face au jeu et là qui accélère direct, donc on voit vraiment la grosse différence avec Ferran Torres. C'est un joueur plus d'intérieur. Félix aussi qui aime beaucoup se retrouver dans cette zone là de mi-espace et qui aime bien accélérer le jeu et essayer de trouver de combiner tout ça. Il combine entre guillemets, il fait la passe à Lewandowski qui se retrouve donc ailier, et là on a une occasion, bon certes on a une occasion, mais la question que je me pose c'est pourquoi c'est Lewandowski qui se retrouve ailier gauche et qui centre, et pourquoi il centre pour Pedri quoi. Pourquoi c'est Pedri qui reprend la tête? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est pas même Frenkie, tu vois? Pourquoi c'est pas Frenkie qui est dans le couloir, qui centre pour Lewandowski, qui est bon de la tête? Alors l'occasion est dangereuse, Pedri il aurait pu peut-être la cadrer puis marquer un but, mais Pedri c'est pas un joueur de tête, Lewandowski c'est un joueur de tête, tu vois. Ça me frustre parce que l'action elle est bien, je dirais pas construite parce que c'est pas vraiment une grosse construction, c'est un jeu de passe assez direct qui casse la ligne directement pour le joueur offensif Félix, se retrouve face au jeu, qui accélère le jeu directement, et en une passe on se retrouve devant la surface et on a une action dangereuse avec beaucoup de joueurs qui vont dans la surface certes, mais c'est pas les bons, c'est ça le problème. Lewandowski en ce moment c'est pas la folie, hein, c'est peu de le dire. Il y en a qui me disent ouais faut pas cracher sur Lewandowski, c'est la faute de Xavi, c'est la faute du coach, je sais pas quoi. Il y a des trucs, des choses dans l'équipe tactiquement, tout ça, des choses qui se passent qui sont de la faute de Xavi, des trucs que Xavi fait mal, mais il y a aussi des trucs que les joueurs font mal. Je veux dire, au bout d'un moment faut arrêter de mettre la faute tout sur Xavi, ou alors même des fois il y en a qui mettent tout sur Roméo. Ouais, si on fait match nul c'est la faute de Roméo, tout ça. Il y a des joueurs qui sont fautifs, il y a des gens qui sont fautifs, des coachs, tout ce que tu veux, mais des fois faut savoir aussi reconnaître certaines choses. Lewandowski il a plus son niveau d'avant. Ça, je pense qu'on va le voir sur cette action là. Lewandowski il va nous faire une classique Lewandowski. Chose qu'il fait de plus en plus souvent et que il commence vraiment à m'énerver. Pied gauche, pied droit, Pedri, c'est la magie. Il va servir parfaitement Lewandowski et il va faire son appel dans la profondeur. Lewandowski est attaqué dans son dos, et là il fait les choses bien, il laisse passer la balle, il fait un contrôle orienté et il se dirige de l'autre côté. Il met dans le vent le défenseur, ça c'est très bien Lewandowski. Sauf que le problème, au lieu de servir Baldé qui est là, je crois que c'est Baldé, il y a Joao Félix qui est là, il y a Baldé, il peut servir Baldé et faire son appel, il sert Baldé il a la percussion, il a la vitesse. Il est complètement seul. Lewandowski, il a deux joueurs sur lui, le défenseur et ici Palason qui est un joueur assez costaud, assez vif, assez rapide, physique, tout ce que tu veux. Donc il met un pressing, il peut gêner Lewandowski. Pourquoi tu ne sers pas en une touche ou en deux touches, tu vois? Baldé un peu plus vite. Baldé qui se retrouve face au jeu, sera seul. Soit il sort sur Baldé, soit il garde Félix, donc Baldé il peut avancer. Lewandowski sera libre, libéré du pressing, donc en tout cas de deux joueurs, il sera juste pressé par le défenseur, il peut faire son appel dans la profondeur, il peut y avoir quelque chose. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe?
il garde le ballon. Il veut absolument garder le ballon. Lewandowski fait tout le temps ça, vous avez sûrement remarqué dans les matchs, mais si vous n'avez pas remarqué, regardez bien, dès que Lewandowski dézone un peu, sort un peu de sa surface et vient chercher les ballons, il veut absolument garder le ballon, il veut jamais la lâcher. On dirait qu'il attend que le joueur vienne lui mettre la pression et qu'il veut aller au combat, genre non, je vais la garder, je vais réussir à garder la balle, tu vois. Là il continue, voilà, il garde la balle et au bout d'un moment il y a faute ici, voilà. Et voilà, ça apporte un coup franc pour le Barça, certes, mais c'est pas dangereux, tu vois, derrière. Pourquoi il joue pas plus vite? Pourquoi Lewandowski lâche pas son ballon? Il fait son contrôle orienté, tac, la balle est un peu longue, certes. Si la balle est un peu longue, tu tends ta jambe et tu fais la passe à Baldé qui arrive pleine course, pleine balle là, face au jeu. Et non. Ça, c'est des trucs qui m'exaspèrent un petit peu. Là, on va voir une autre séquence, chose qu'on ne peut pas voir avec Romeo, évidemment, parce que Gundogan est un autre joueur de football. On a une équipe qui est bien en place. On a des joueurs, on a Joao Félix qui est là, je crois bien. Lewandowski qui doit être dans l'axe, Pedri, Frenkie qui est là, Baldé qui est dans le couloir. Voilà, ça joue petit échange de balles entre Frenkie et Gundogan. Frenkie qui peut se permettre de jouer un peu plus haut avec Gundogan à côté de lui, parce que avec Romeo c'est un peu plus compliqué. Et il peut se permettre aussi de lâcher le ballon. Frenkie il a un peu de mal à lâcher le ballon, mais quand il y a Gundogan à côté de toi, tu peux te permettre de lâcher un peu plus le ballon. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Frenkie qui par sa vitesse, par sa puissance, attire deux joueurs, parce que les adversaires, évidemment, ils sont plus attirés par Frenkie que par Romeo, par exemple. Romeo, t'en envoies un joueur sur lui pour le presser, c'est bon. Frenkie, il faut envoyer un peu plus de joueurs. C'est un joueur un peu plus dangereux, qui peut accélérer et prendre la profondeur et apporter du danger sur la défense. Donc forcément, ils envoient deux joueurs. Gundogan est complètement libre. Et qu'est-ce qui se passe avec Gundogan? Gundogan, tu le serres et d'un coup, il va y avoir un petit changement de rythme. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque aussi au Barça, c'est les changements de rythme. On se fait des passes entre nous, des passes à 10 et il n'y a aucun changement de rythme, c'est monotone, c'est triste, c'est dépressif, à l'image des supporters et du coup ça n'apporte aucun danger. Il faut faire des changements de rythme, il faut casser le rythme d'un coup, accélérer. Tu vois, tu te fais des passes, certes, t'endors l'adversaire comme on savait faire à l'époque, sauf qu'à l'époque, les accélérateurs de jeu, c'était ceux qui cassaient le rythme d'un coup, qui accéléraient tout et qui déclenchaient l'action, c'était des Messi, c'était des Iniesta. Donc forcément maintenant, on a, je sais pas, donc du coup pour accélérer le jeu, c'est un peu plus compliqué, mais Gundogan, il a cette petite accélération, cette petite explosivité, même si c'est pas un joueur très rapide, peut des fois faire des petites accélérations quand même assez vives, comme il l'a fait par exemple dans le Classico, il marque le premier but, c'était une belle accélération. Donc là il accélère le jeu, cœur du jeu tu vois, et là c'est Gundogan quoi. Il est assez technique pour se permettre d'accélérer le jeu et de foncer à l'intérieur d'un pressing de 4 joueurs tu vois, sans avoir peur quoi en fait. La peur au ventre il l'a pas. Donc il accélère, il sert Félix en une touche, qui sert Lewandowski qui contrôle, qui fait parler son physique on va dire, et qui sert Gundogan qui a continué sa course, Joao Félix qui a continué sa course dans la profondeur, Baldé il va falloir en parler aussi, c'est pas le sujet de la vidéo mais Baldé pendant la trêve, de ce que j'ai vu, apparemment c'est les infos qui sont sorties, Baldé il a parlé, il a discuté longuement avec Xavi, ils ont discuté des points de vue, du poste, de ce qu'il doit faire, de son comportement sur le terrain, de son comportement sportif, pas comportement, il est pas content, comment les appels et tout ça, le jeu sans ballon, à mon avis il y a eu une grosse discussion tactique entre Xavi et Baldé, ça c'est assez intéressant. Et on a vu un Baldé un peu plus intéressant contre le Rayo, qui prenait la profondeur, qui osait, qui n'avait pas peur de prendre la profondeur comme ça, à l'image de ce que faisait un peu Jordi Alba à l'époque, tu vois. Donc là, Baldé, il fait un très bon appel dans le dos de ici tu es ailier, donc le latéral, tu peux pas être sur Baldé parce qu'il était sorti sur Lewandowski en l'occurrence, parce que Joao Félix était allé dans l'axe. Donc Lewandowski qui retrouve en point d'appui Gundogan face au jeu, Gundogan qui lance en une touche de balle Baldé dans la profondeur, et on a après la grosse charge dans le dos de ici, tac, grosse charge dans le dos. Hop là, c'est peut-être pas assez pour siffler penalty, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi il y a quand même un petit peu faute. Mais en tout cas bref, c'est pour montrer le changement de rythme de Gundogan, à quel point ça fait la différence, et la qualité aussi, la qualité technique de Joao Félix devant la surface, qui en une touche de balle va te faire une déviation pour Lewandowski en deux touches, cette fois-ci je crois, 2 ou 3 touches, qui a lâché le ballon, et Gundogan après la qualité, voilà, face au jeu, Gundogan il est très très intéressant. Le problème encore une fois, c'est qu'une fois qu'on arrive proche des cages, on n'est pas très dangereux quoi. Action du but cette fois-ci, encore
une fois Baldé à l'honneur qui va faire son appel. On a une équipe, on va dire, assez statique dans un premier temps. Inigo Martinez qui avance avec le ballon, qui attend un peu les appels. Et on voit Baldé là qui déclenche son appel dans le couloir. Lui, le latéral, là, il a rien vu du tout. Je pense que c'est le latéral, oui. Il a rien vu. Au bout d'un moment, il voit Baldé quand même qui part, sauf que la défense du Rayo est très mal alignée. Là sur le direct je me suis dit attention, il y a peut-être hors-jeu, tu vois. Mais non, le latéral lui il couvre. Baldé est très très mal aligné. Donc Inigo Martinez qui fait parler encore une fois sa qualité de passe, qui lance dans la profondeur Baldé, qui va se retrouver complètement seul. La passe est de qualité. Baldé qui reçoit le ballon directement. Lewandowski qui fait son appel dans la profondeur devant les cages à l'entrée là, point de pénalty. Encore une fois, voilà, c'est ça. C'est un Lewandowski qui est là où il faut, quand il faut. En fait, c'est ça le truc. Lewandowski tout à l'heure qui se retrouve sur le côté pour faire un centre, ça m'intéresse pas. Lewandowski qui se retrouve là à l'intérieur de la surface et qui fait un appel sur un centre comme ça, sur une attaque rapide, ça m'intéresse. Parce que ça amène un but. Certes, Lewandowski touche pas le ballon, c'est le défenseur qui met le ballon contre son camp. Mais si Lewandowski il est pas là pour faire son appel, Baldé il fait pas de centre. Il revient en arrière, il fait un crochet et on fait tourner encore pendant 1000 ans. C'est ça la différence aussi. C'est que des fois il faut savoir attaquer rapidement. Il y a une passe directe, un appel dans la profondeur, une passe et un centre et ça fait but en fait. C'est simple le football. Mais j'ai l'impression que c'est pas si simple que ça avec le Barça, quoi. Dernière petite séquence, on va parler un peu des appels aussi dans la profondeur. Là, on a Joao Félix ici, sur cette séquence. On est en fin de match, hein, le Barça pousse un peu plus. Le Barça se réveille un petit peu trop tard, hein, comme d'habitude. Donc Joao Félix fait la passe pour Frenkie. Et là, directement, Félix, c'est souvent ce qu'il fait. Il fait une passe et il fait un appel tranchant, diagonal, du demi-espace vers l'intérieur du jeu, comme ça, dans la surface. Il fait souvent cet appel-là. On se rappelle de Frenkie qui avait fait une belle passe pour Joao Félix, je crois, je sais plus quand, peut-être contre Villarreal ou un truc comme ça, avant qu'il soit blessé. C'était intéressant. Et là, Frenkie, il aurait dû peut-être le servir. Mais au lieu de servir Félix, qui part complètement seul, même si lui, il était en train de couvrir au cas où il regardait Félix, mais ça peut être dangereux, tu vois. On sait jamais. Donc là, au lieu de faire la passe directe, il va faire la passe pour Rafinha qui est seul aussi, certes. Rafinha qui est seul. Et là, on a quand même Lewandowski qui est complètement seul. Complètement seul. Donc là, si Rafinha il avait vu avant, je suis pas sûr qu'il ait vraiment scanné derrière lui. Mais tu peux voir qu'il y a un joueur là et qu'il y a Lewandowski seul derrière. Donc si lui il vient sur toi, ça veut dire que Lewandowski il est seul, tu vois. Le problème de ne pas scanner et d'être dos à tes joueurs sans vraiment regarder. Donc il fait un contrôle pour se mettre la balle. Là, une fois que le joueur il arrive, c'est peut-être un peu tard. Il s'oriente pour potentiellement couvrir la passe pour Lewandowski. Mais bon, bref, Lewandowski est seul. Et là, on a aussi Fermin. Donc sur cette action, en fait, on a plein d'appels. Plein de joueurs qui sont libres et on fait que les mauvais choix. Je dirais pas que Frenkie la passe pour Rafinha au lieu de Joao Félix dans la surface, c'est un mauvais choix en soi, mais ça aurait pu être intéressant. Et là, Rafinha, il va trouver quand même Gundogan. Regardez le mouvement des défenseurs. Une fois que Rafinha, on voit qu'il va faire la passe pour Gundogan, il y a 3 joueurs autour de Gundogan qui font Gundogan est assez fort en fait pour attirer les joueurs en fait. Et ça te permet de libérer des joueurs qui sont moins dangereux dans ta tête, dans la tête des adversaires, comme Fermin Lopez. Alors que si Fermin Lopez tu le sers dans la profondeur et qu'il arrive face au goal, attention parce qu'il peut arracher les cages, ou alors il arrive face au goal. Félix, il est plus hors jeu. Il sera au niveau de Fermin. Fermin fait la passe à Félix et il y a but, tu vois, par exemple. Sauf que là, c'est un mauvais choix. Je dis pas que je vais pas tomber sur Rafinha en mode il a fait un mauvais match, il a fait un mauvais choix, c'est horrible. Mais là, c'est mauvais parce que tu vas faire la passe à Gundogan, t'as les 3 en tout cas les 2 joueurs plus celui de derrière qui sont sur Gundogan. Mais tu peux te servir de l'appel dans les pieds, on va dire, de Gundogan pour servir Fermin qui est complètement seul là. Parce que Lewandowski l'avait écarté. Donc lui, il était sorti un peu sur Lewandowski, vite fait, il a été attiré par Lewandowski. Fermin était complètement seul là. Tu peux faire semblant de faire la passe à Gundogan et tu sers dans la profondeur soit une petite balle piquée, soit une petite passe assez forte, on va dire, mais à ras de terre là, bien précise pour Fermin qui s'emmène le ballon. Ça peut être très dangereux, mais encore une fois, à chaque fois qu'on arrive vers la surface, on fait les mauvais choix et ça en devient assez frustrant. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses d'Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions, les amis, je vous en remercie. On va pas forcément prendre toutes les questions.
introduction, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, donc on va démarrer directement. On commence avec Ousmane qui dit: ne penses-tu pas que cette équipe manque clairement de joueurs qui déséquilibrent le bloc? Si, en fait, pour moi, le principal problème avec le retour de Frenty, tout ça, c'est pas... Le problème n'est pas le retour de Frenty, le problème, c'est que c'est plus vraiment un problème de milieu, un problème de construction. On a un retour, certes, on a l'absence de Gavi qui va nous faire mal, pour le pressing, pour tout ce qu'il apporte, mais avec le retour de Pedri et de Frenty, si tout le monde arrive à pas se blesser, à être régulier, tout ça, on va plus avoir de problème vraiment pour sortir les ballons sous pressing, pour avoir une maîtrise au milieu, mais le problème, ça va être d'être dangereux devant. Et ça, c'est notre problème depuis le début de la saison. On n'est pas dangereux devant, quoi. On n'a aucun joueur qui fait des déséquilibres, à part Lamine Yamal peut-être, et encore que Lamine Yamal qui des fois va dribbler, va provoquer, tu vois, et voilà. Mais on a Joao Félix, mais c'est pas vraiment un joueur qui va provoquer, c'est un joueur, enfin si, mais c'est pas un joueur qui va vraiment faire des différences. C'est pas un joueur qui va dribbler 1, 2, 3 joueurs, tu vois. Je sais même pas si c'est un joueur qui va vraiment dribbler un joueur, tu vois. En soi, en 1 contre 1, il va pas arriver, tac, passement de jambe, tac, tac, il va passer, tu vois. C'est un joueur qui va être plus technique pour jouer en une touche de balle, savoir bien se placer entre les lignes, accélérer le jeu, faire des combinaisons avec ses coéquipiers, faire des 1-2, tout ça, des trucs comme ça. Et après, c'est un joueur qui va aussi savoir finir aussi, qui va être bon dans la finition. Mais c'est pas un joueur qui va arriver, qui va être très technique dans les petits espaces, qui va passer entre 2 joueurs, passement de jambe, flip-flap. Il est pas aussi technique que Rafinha, quoi, je veux dire. Je déconne. Donc oui, il nous manque des joueurs de déséquilibre, certes, mais bien plus que ça aussi. Il nous manque on manque de profondeur, on manque de beaucoup de choses. En attaque, c'est compliqué. Ensuite, on a Amouri qui dit: faut-il se poser une question sur l'arbitrage ou est-ce qu'on est juste très nul? Bah les deux en fait. Les deux. Moi j'ai vu beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur Twitter, des supporters qui disaient ça sert à rien de parler de l'arbitrage, j'ai trouvé cette excuse là, on est nul. C'est pas une excuse en fait. Je l'ai dit dans mon débrief hier, c'est pas une question d'excuse, de trouver une excuse, de dire on aurait dû gagner ce match, c'est à cause de l'arbitrage. Je l'ai dit qu'on méritait pas forcément de gagner ce match. Alors on a poussé tout ça, mais tu vois, on a 2 mi-temps. On fait une première mi-temps où on joue pas forcément et la deuxième où on commence à jouer, hein. Et c'est une équipe qui est comme ça depuis pas forcément peut-être le début de saison, quoique si en vrai c'est depuis le début de saison on est une équipe qui réagit plutôt qui agit, tu vois. En début de match à chaque fois on prend des buts, on est endormi. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas pourquoi, mais je sais, ça c'est pas un problème tactique en soi, tu vois. Je sais pas comment c'est possible. Pourquoi les joueurs en première mi-temps ne jouent pas spécialement et en deuxième t'as les mêmes joueurs, ça joue beaucoup mieux. Puis après tu fais quelques changements, t'as juste un peu l'équipe, ça joue encore mieux. Alors il y en a qui vont te dire c'est l'excuse de oui mais Xavi il aurait pas dû mettre Roméo, il aurait dû mettre Gundogan et il aurait pas dû mettre Ferran, il aurait dû mettre Félix. Certes, mais même quand ils sont là, on voit les débuts de match, à chaque fois, on joue pas en début de match. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment uniquement la cause des joueurs? Est-ce que c'est à cause du coach? Quelle est cette raison-là? Comment c'est possible d'être une équipe juste qui réagit à chaque fois? C'est un peu fatigant. Et on peut pas se permettre de jouer comme ça tout le temps, c'est pas possible. Parce que tu te retrouves tout le temps à courir après le score, tu vois. Donc ça, je l'ai dit hier, j'ai dit qu'après, peu importe qui méritait de gagner ou pas, mais en tout cas, quand il y a pénalty, il y a pénalty. Et là, on m'a dit, ouais, mais non, c'est bon, faut arrêter de m'emmerder au bout d'un moment. Juste, il y a pénalty en fait, il n'y a pas à discuter 50 000 ans, tu vois. Même si on mérite de perdre 5-0, s'il y a un pénalty, on doit perdre 5-1, tu vois. Il y a pénalty, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est un truc de ouf quand même. Ensuite on a Ismaël qui dit, Ismaël je crois, qui dit les prochaines échéances on aura besoin de nos meilleurs joueurs, comment reposer Cancelo? Bah Cancelo on pourra pas forcément le reposer, ça va être compliqué. La seule possibilité de faire reposer Cancelo, mais dès quel match, il faudrait choisir le match déjà, mais ça serait de mettre Ronald en latéral droit et faire souffler Cancelo, tu vois. Et là tu peux te permettre de le faire reposer un petit peu, mais c'est compliqué. Cancelo c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui apporte beaucoup, on l'a vu même contre le Rayo, même si ça s'est pas trop vu, mais c'est un joueur qui apporte quand même beaucoup au milieu, qui aurait pu marquer, qui a une frappe intéressante, qui a une qualité de passe intéressante, qui apporte aussi ce côté un peu accélération dans le cœur du jeu, à l'image de Félix. Donc c'est un joueur forcément qui est utile à l'équipe, quoi. Puis par son expérience, tout ça. Donc c'est compliqué de pouvoir le faire reposer, mais ouais, les prochaines échéances là, ça va être très compliqué. On va
Porto, Atlético Madrid, Girone. Là, le match contre Porto va être décisif pour le reste de la Ligue des Champions. Ça va être tendu cette histoire. Ensuite, on a Clearness qui dit: n'étant pas du tout une partisane du Xavi out, j'aimerais juste une explication rationnelle sur Romeu. Alors, le problème, c'est que ta question est beaucoup trop floue. Une explication rationnelle sur sa qualité, sur le fait qu'il soit très mauvais, sur le fait qu'il soit titulaire. Parce que si tu veux une explication rationnelle, pour savoir pourquoi Romeu est titulaire et pas Gundogan, bah tout simplement parce que Gundogan a enchaîné, comme je l'ai dit hier dans l'avant-match, tout ça, dans le live. Gundogan a beaucoup enchaîné, énormément. Moi, même dans mon avant-match, je l'avais mis sur le banc, Gundogan. Quand on voit que Romeu n'apporte rien et que Gundogan apporte vraiment énormément de choses, on le sait tous que Gundogan doit être devant Romeu. Ça, c'est pas vraiment une question à se poser, tu vois. C'est de la logique. Personne va dire ouais non Xavi il abuse, il préfère Romeu. Non, là faut être timbré ou je sais pas quoi pour dire ça, ou être de très mauvaise foi. C'est pas que Xavi préfère Romeu à Gundogan. Ça me fait presque rire mais bon. C'est juste qu'il fallait faire souffler Gundogan en fait. Et est-ce que tu fais souffler Gundogan contre Porto, contre l'Atlético, contre Girone ou contre le Rayo Vallecano? J'ai même pas besoin de dire la réponse. J'ai même pas besoin. Ensuite on a Anas qui dit Romeu ne doit plus poser un pied sur la pelouse. Effectivement. Ça, on est d'accord pour le coup. Parce qu'il y en a qui vont dire ouais tu défends machin, mais les gars, c'est pas parce que je dis qu'il fallait faire souffler Gundogan et du coup mettre Romeu que je veux voir Romeu sur la pelouse, tu vois. En fait, il faut avoir de la nuance dans la vie, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, vous verrez. C'est que tu peux vouloir certaines choses, mais d'un autre côté, pas vraiment être d'accord avec ça, tu vois. Parce que là, la solution pour moi, c'était de mettre Casado, sauf que Casado, il y en a plein qui ont dit ouais, Xavi fait n'importe quoi, il a pas mis Casado. Casado était suspendu. Casado était suspendu. Donc en fait, tu peux pas. Tu pouvais pas le mettre, il était suspendu. La frite qui pose la question Lewandowski. Voilà, juste ça, Lewandowski. C'est vrai que c'est une très belle question. Pourquoi Lewandowski ? Franchement, c'est un grand mystère ce qui est en train de se passer. On s'est fait... vous avez tous vu le dessin animé Space Jam, j'imagine. Avec les monstres et tout ça, les basketteurs là, qui se font voler leur talent par les aliens, les extraterrestres méchants. Est-ce qu'on serait pas dans cette même situation, franchement ? On va avoir besoin de Bugs Bunny et sa troupe pour essayer de retrouver le niveau de Lewandowski. Ensuite, question de Babsni qui dit: selon toi, que doit-on faire pour que l'équipe commence à bien rejouer? Force frérot, merci pour la force frérot. C'est compliqué, mais j'ai l'impression que cette équipe-là, elle a pas confiance en elle, en attaque surtout, parce qu'en défense on voit quand même une équipe qui est assez sereine. Là on n'avait pas Araujo, alors que Ronald il t'apporte quand même une grosse confiance aussi défensivement, je veux dire il a confiance en lui, il n'y a pas de problème avec ça. Au milieu on a Pedri qui revient, Gundogan, Frenkie qui revient aussi, là la confiance elle est là, tu vois, la maîtrise au milieu, il n'y a pas de problème aussi. Et on voit Romeu qui a complètement pas confiance en lui, en ses capacités. On voit que dès qu'il y a un coup de pression, un pressing sur lui, direct il est l'aide, aidez-moi. Donc c'est compliqué, mais après en attaque on voit une équipe qui n'a pas confiance en ses qualités. J'ai l'impression que tu vois, même des fois les milieux en termes de maîtrise de balle pour faire tourner ça va, mais après quand il faut, on a vu tout à l'heure dans l'analyse, quand Félix fait l'appel dans la profondeur, pourquoi Frenkie lui fait pas une petite balle piquée au-dessus de la défense, tu vois? Il l'a déjà fait en plus. Il l'a déjà fait, c'est pas quelque chose qu'il sait pas faire, tu vois. Mais des fois, on a des milieux qui osent pas servir les mecs qui font des appels, tu vois. On a des appels, les mecs font pas de passe. Et à force, peut-être, de pas servir les appels, bah t'as des mecs devant qui restent statiques et qui font plus d'appels. Parce qu'ils se disent, de toute façon, si on fait des appels, on n'est pas servi, tu vois. C'est ça le problème. C'est qu'on a ça manque un peu peut-être de confiance quand on s'approche de la surface adverse. Ça manque de créativité aussi, de spontanéité. On a une équipe qui est trop robotique, tu vois, qui se fait des passes. Des fois, on a des séquences, il y a une séquence, je l'ai pas mis dans l'analyse, ça sert à rien, mais une séquence à un moment où Lamine il a la balle sur le côté, Cancelo est à côté de lui à 2 mètres, ils se font des passes, ils se font 3-4 passes d'affilée, et des fois il y en a, ils se font des passes, mais il y a aucun mouvement, Si on regarde l'époque, ça ne sert à rien de comparer, je sais tout ça, mais quand on compare, même sans comparer les époques, tu compares d'autres équipes qui font un jeu qui est basé sur la possession, jeu de passe, tout ça, redoublement de passe, tout ça. On a un joueur qui va faire une passe, et directement il va faire l'appel dans le dos, tu vois, il y a un joueur qui vient le presser, il y a son collègue qui est à côté, il lui fait la passe et il va aller dans le dos de celui qui l'a pressé, tu vois. Hop, un appel, tu vois, un jeu en mouvement en fait. Proposition, tu vois, pour proposer des angles de passe. Comme ça, le gars, s'il veut, il fait un contrôle, il fait une passe, tu vois, jeu en triangle, plus ou moins, jeu en triangle à 2, mais tu m'as compris. Soit il fait une passe ils font un 1-2, tu vois, comme ça, mais il y a rien en fait. Les mecs, ils se font des passes et ils bougent pas, c'est des plots qui se font des passes, ils bougent pas, c'est très statique et du coup... comment veux-tu trouver des solutions si tout le monde est statique, tu vois? Donc il y a un problème de profondeur, il y a
pas grand monde qui prend la profondeur, et quand on prend la profondeur, ils reçoivent pas de passes, on a des milieux peut-être qui osent pas faire des passes un peu risquées, donc peut-être un problème de confiance, j'en sais rien. Il y a un problème de qualité, un problème de confiance et un problème aussi évidemment je pense de coaching toujours, parce que sinon on va me dire tu défends Xavi, donc avant qu'on me le dise, même si sûrement que le commentaire aura déjà été écrit entre temps. Évidemment on va d'ailleurs parler de la question de Travis qui dit Xavi pourra-t-il trouver des solutions? Il n'y a pas de progrès dans la tenue des matchs. Il y avait une autre question aussi qui disait que Xavi donne des consignes peut-être trop complexes. Je sais pas si c'est trop complexe. Il y a des joueurs quand même intelligents qui peuvent comprendre ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand on entend, j'en avais déjà parlé, mais quand on entend ce que dit Xavi, genre sur le jeu de l'équipe, qu'il est pas satisfait, ben on comprend pas trop. Parce que du coup, qu'est-ce qui bloque, tu vois? Si t'es pas satisfait du jeu, tu sais ce qui va pas, tu vois? Bah tu vas dire à tes joueurs, les gars, j'ai regardé le match, ça va pas, ça va pas, il faut faire ça à la place. Ok. Et pourquoi les joueurs arrivent pas? Est-ce que les joueurs sont nuls? Je pense pas, franchement. Je pense pas. Après, il y a les joueurs qui ont peut-être certains qui manquent d'automatisme, certains qui manquent de rythme. Forcément, Pedri, Frenkie qui reviennent de blessure, bon, on peut pas attendre qu'ils soient prime direct, qu'ils soient en pleine forme. Ok, il y a des petits trucs comme ça, mais dans la globalité, en général, dans l'équipe, comment c'est possible qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution? Tu vois, est-ce que les consignes ne sont pas comprises? Parce qu'on a l'impression vraiment, Xavi, depuis, ça fait des mois qu'il te dit ça va pas, ça va pas. Et pourquoi il n'y a pas de solution? Tu vois? Donc, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Est-ce que vraiment Xavi arrive à faire comprendre à son équipe ce qu'il veut vraiment? Parce que j'ai pas l'impression. Après, est-ce que, pour répondre à Travis, est-ce que Xavi pourra trouver des solutions? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a très peu de progrès dans les matchs. Là, on a vu quand même un match avec un peu de progrès en termes de sortie de balle et de maîtrise de balle, je trouve. On n'est toujours pas dangereux en attaque, ça c'est clair. On se prend des buts improbables. Bon, ça c'est le Barça. Hein. Ça aurait été Ter Stegen, je suis pas sûr qu'on aurait pris le but. Peut-être qu'il se serait relevé plus vite. Je sais pas, tu vois. Mais le gars tente la frappe, il la met, voilà, ça rentre une fois sur 100, mais c'est comme ça, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais après, est-ce que Xavi pourra trouver des solutions? Ça, je peux pas te le dire. Hein. On verra bien. De toute façon, s'il trouve pas de solution, il partira et puis voilà, c'est réglé. Ensuite, on a Youssef qui dit tu penses que le Barça a été aussi nul qu'on le dit sur Twitter? Je suis pas forcément d'accord perso. Ça sera la dernière question, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Là, ça fait 1 heure que j'enregistre. J'ai plus de gorge. Eh bien, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve pas que le match était mauvais en fait. C'est ça le truc. J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris la surréaction de tout le monde, que ça soit sur Twitter ou même dans les commentaires. Tout le monde était au bout de sa vie. Horrible, je suis dégoûté, j'en peux plus, machin. Alors peut-être que j'ai un problème, peut-être que la trêve m'a fait beaucoup plus de bien que certains. J'ai vu mes amis, tout ça, j'ai fait des petits week-ends en France où j'ai vu mes amis, week-end à Barcelone, je suis revenu, j'ai vu d'autres amis, un week-end, une trêve amicale, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Peut-être que d'autres ils ont continué à se mater les matchs du Barça depuis le début de la saison, ils se sont fait un peu de mal, j'en sais rien, mais en tout cas moi hier j'ai vu un match, forcément le match était pas ouf, l'attaque, tout ça, on n'est pas dangereux, ça je l'ai dit. Je suis pas satisfait de côté. Si on enlève l'attaque en fait, c'est ce qui est quand même assez bidon, parce que vous allez me dire on enlève l'attaque, tu peux pas marquer, donc ça sert à quoi de jouer? Ouais, je sais, mais disons qu'on met de côté le simple fait qu'on soit pas foutu de marquer un but ou d'être dangereux, rien que ça déjà. Mis à part ça, on a quand même pas beaucoup de problèmes pour construire, pour être pertinent dans le jeu, pour arriver à faire des circuits de passe, à dominer l'adversaire. On a joué contre une équipe du Rayo à domicile qui a très peu perdu, une équipe du Rayo qui avait fait match nul contre le Real Madrid, une équipe du Rayo qui nous avait battu aussi en fin de saison dernière, une équipe du Rayo qui est compliquée à jouer, je l'avais dit, bon, ça voilà, on le sait. Certes, c'est que le Rayo, mais ça reste une équipe très chiante à jouer. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. On a vécu un match la dernière fois, rappelez-vous, contre la Real Sociedad. La seule différence, c'est qu'on a gagné ce match, je crois. Oui, on a gagné. Et on avait subi tout le match. On s'était fait, mais laver. On s'est fait marcher dessus, sauf qu'on a gagné. C'est toujours intéressant. Mais là pour le coup, ça n'a pas été le cas, tu vois. Une équipe de la Sociedad, la dernière fois, qui avait fait un gros pressing, beaucoup d'intensité, on avait galéré. Rappelez-vous le match. Impossible de sortir les ballons, impossible d'avoir le ballon d'aligner plus de 3 passes, on perdait tous les ballons. Là, on a vu une équipe du Rayo qui pressait quand même bien, et malgré ça, avec même Romeu sur le terrain, on arrivait quand même à sortir du pressing, à trouver des solutions, et ça, c'est grâce à Frenkie et Pedri. Principalement, parce que Frenkie était plus bas et qu'il a cette activité, cette qualité technique, cette tenue de balle, cette vista, tout ça. Et Pedri qui a cette qualité dans l'entrejeu pour sortir les ballons proprement, pour conserver, pour dicter le tempo, pour orienter le jeu. Donc on a vu un Barça qui était pour moi assez cohérent dans le jeu en fait hier. Et c'est pour ça je comprends absolument pas les réactions. Je sais que le résultat n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, mais dites-vous juste que de toute façon si on avait joué comme ça et gagné 1-0, personne n'aurait été content. Tout le monde aurait dit faut dégager Xavi, on fait 15-0 contre le Rayo, c'est
c'est pas satisfaisant. Peu importe ce qui se passe, on sera pas content. La seule moment où tout le monde sera plus ou moins content, sauf certains qui vont continuer leur agenda, mais ça c'est classique, ce serait si on gagne 5-0, si on commence à faire des manitas, des trucs comme ça, et évidemment là d'un coup ça ira. Si on joue de la même façon et qu'on gagne 5-0, tout le monde est content, mais là on joue comme ça et on gagne, on fait 1-1, on fait match nul, résultat décevant et pas au niveau qu'on attend forcément, et ben là personne n'est content. Mais dans le contenu, je trouve que on est mieux en fait. C'est ça le truc. Je trouve que là le Barça s'améliore en fait. C'est ça qui est marrant, je trouve. Moi, ça me fait rire. Voilà, c'est tout. On va finir là-dessus. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Porto. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée.